Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me poser la question et à être dans des situations qui semblent a priori inextricables lorsqu'il s'agit de justice. Est-ce que la manipulation perverse est passible d'une peine ou pas? Eh bien, je vais répondre à ces questions dans cette émission Cash. Alors non, ce n'est pas parce qu'une personne est perverse, c'est parce qu'on va réussir à prouver, d'ailleurs on ne peut pas le prouver avec l'aide d'une expertise psychiatrique, que on va pouvoir être tranquille et que tout ça va être validé par la justice. Alors je dis exprès le mot de valider parce que justement généralement je ne le dis pas, c'est-à-dire que cela soit jugé. Voilà ce que je voulais dire. Parce que par valider, on peut dire tout un tas de choses. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça n'est pas un crime que quelqu'un soit un pervers narcissique, je veux dire. Alors, les pervers narcissiques ordinaires ne sont pas considérés comme des psychopathes. Ils ne vont pas avoir le score maximum dans l'échelle que l'on a aujourd'hui, qu'ont aujourd'hui les experts psychiatres et les criminologues pour juger que cette personne est psychopathe. Et cette échelle, je pense que c'est celle d'Andreas Mokros ou d'Hervé Cleclet, je ne sais plus exactement, avec 20 caractéristiques, et c'est le score qui fait le psychopathe, on va dire. Eh bien, ça c'est bien utile, mais c'est utilisé uniquement pour les personnes qui commettent des meurtres, des crimes abominables qu'on entend dans les médias, voyez. Mais en fait, les personnes perverses narcissiques, on va dire que ce sont des pervers ordinaires, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'elles passent complètement inaperçues et que elles ont pour moi les mêmes caractéristiques que les psychopathes. Ce qui change en réalité, c'est le contrôle de soi. Il me semble que les pervers ordinaires, comme ils sont beaucoup dans le fait de dissimuler aux yeux de tous pour passer pour quelqu'un de tout à fait normal, ordinaire et même sympathique et bienveillant, eh bien, ils sont toujours en train de cacher et dissimuler. Alors, évidemment, les psychopathes dissimulent aussi lorsqu'ils veulent commettre un crime, mais, mais en réalité, dans la vie de tous les jours et puis au moment de passer à l'acte, parce qu'il y a quand même ce passage à l'acte, à quelque chose de vraiment abominable, que ne font pas les pervers ordinaires, bien sûr, sinon ça serait des psychopathes avérés, et puis ils commettraient des crimes, etc. Donc il y a quand même ce passage à l'acte, mais il y a aussi le fait de pouvoir se maîtriser. Voilà. Donc ça c'est une composante importante, ils ont plus de contrôle de soi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement dans leur pulsion, comme je l'ai dit, sinon ils commettraient des crimes, etc. Alors il y a aussi comme différence l'absence de but dans la vie. Généralement, les pervers ordinaires ont quand même quelques buts, même s'ils sont matériels, ou ils sont, au niveau du statut, réussir, etc. En fait, ils ressemblent au but de tout le monde, d'un individu ordinaire. Donc je pense que c'est ça ce qui différencie le psychopathe du pervers ordinaire, en plus du fait qu'évidemment, toutes les caractéristiques du psychopathe, ce sont les mêmes, mais en plus faible intensité chez le pervers narcissique, ou la perverse narcissique. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un crime de commis, évidemment, le psychopathe est jugé, et ensuite, il a une expertise psychiatrique qui va déceler la psychopathie. Et si on décèle qu'effectivement il est psychopathe, alors il sera jugé, comme c'est considéré comme une maladie mentale, comme irresponsable de ses actes. Voilà, c'est là tout le problème, justement. Mais il y aura une expertise psychiatrique. Alors que souvent, les personnes qui justement découvrent
qu'elles ont été victimes d'une personne qui est justement perverse, vont penser que elles vont pouvoir aller voir la justice, voire même un avocat, et qu'il va tout comprendre parce qu'il a l'habitude de ce genre de choses, et qu'on va pouvoir prouver, grâce à une expertise, puisque nous, on se rend bien compte à quel point ce qu'il fait est pervers. Et donc, puisque ces personnes, justement, ont décelé que c'était complètement anormal comme situation, elles pensent que, justement, tout cela va pouvoir être décelé par une analyse psychologique ou une enquête sociale. Voilà, ce n'est pas le cas. Parce que les experts psychiatres sont des personnes qui ne sont pas comme ça, comment dire, qui ne prennent pas qui n'ont pas d'idées préconçues. Ce sont des personnes qui demandent à l'être, ces experts psychiatres. Ils ne sont pas choisis par la justice, ils sont juste agrémentés. On leur donne une autorisation, mais c'est parce que eux le demandent. Donc généralement, c'est des gens qui se disent, bon, je vais m'assurer un petit pécule tranquillement en faisant des expertises. Voilà. C'est peut-être moins fatigant d'ailleurs que de faire des thérapies, voyez, ou de voir toujours le même genre de personnes. C'est aussi gratifiant d'être auprès du barreau, etc. Donc, vous voyez, ce sont des personnes qui en fait n'ont pas forcément, comment dire, toutes les qualités, on va dire, morales. Bon, là, je m'avance peut-être un petit peu, mais c'est ce que je pense. Et donc, ce ne sont pas forcément les personnes qui vont vraiment vouloir déceler chez la personne des troubles psychotiques. Deuxièmement, des troubles de la personnalité du style pervers. Deuxièmement, la perversion n'est jamais ou très 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 rarement, et certainement pas la perversion narcissique, jamais, comment dire, on n'en parle jamais dans les conclusions d'un expert psychiatre. Pratiquement jamais, surtout dans les cas où les familles explosent et il y a un conflit au niveau des enfants, vous voyez. Ils vont pas s'avancer jusque-là, et la figure du pervers narcissique, jusque-là, était quand même une figure assez populaire du grand public, connue du grand public, mais pas du tout reconnue, justement, puisqu'elle ne figure pas comme trouble dans le DSM, dans le dernier DSM, par exemple le 5. Voilà, le DSM, c'est le manuel de la psychiatrie, de la médecine, de la psychiatrie en tant que médecine, et on a le même en France, c'est le CIM. Et donc, à partir de ce manuel, eh bien, les médecins entre eux peuvent discuter parce qu'il y a des troubles qui sont répertoriés avec des comportements et des troubles bien précis. Donc comme ça n'existe pas, l'expert va passer pour quelqu'un de pas sérieux si jamais il fait ce genre de conclusion, et on le rappellera plus jamais. Voilà, donc les experts ne notent jamais ce genre de choses, quand bien même ils décèleraient des choses, ça sera uniquement ce qu'il y a dans le DSM, c'est-à-dire des troubles autres de la personnalité, qui peuvent être psychotiques, qui peuvent être par exemple la dépression aussi, qui peuvent être et une personnalité borderline, si vous voulez. Voilà, tout ce qui existe dans le domaine du psy, mais pas cela. Donc vous voyez que c'est pas possible de faire révéler, de faire, comment dire, identifier par un expert psychiatre. Ça va pas aller dans le sens de ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas possible. La seule chose, c'est que vous savez que cette personne est perverse. Vous vous en êtes rendu compte certainement par tout ce que vous avez pu voir. Je mets tout un tas de vidéos où j'explique justement comment est-ce qu'on voit qu'une personne est perverse ou pas. Et donc, vous le savez pour vous et pour vos enfants. C'est-à-dire, quelles peuvent être les conséquences de cette perversion. Elles peuvent être graves, parce que justement, les pervers font en sorte que les personnes ne soient jamais heureuses, ne puissent jamais être tranquilles, et ils préfèrent que les personnes soient en laisse, je dirais, c'est-à-dire apprivoisées et sous emprise, et ne s'en rendent pas compte. Comme ça, on peut les grignoter tranquillement. Il y a une jouissance chez les pervers, justement, à faire du mal aux autres ou à les tenir en tant qu'esclaves,
ou alors faire du mal enfin, il n'y a pas de fin, quoi, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Voilà. Alors, tout ça, vous n'allez pas pouvoir le faire reconnaître par la justice. La seule chose que vous allez pouvoir faire reconnaître par la justice, c'est des choses qui sont rédhibitoires pour la justice. C'est quoi? Eh bien, c'est les choses pour lesquelles vous pouvez traduire quelqu'un en justice. Alors quoi? Bah, il y a la violence physique et morale, le viol, les agressions sexuelles. Il y a aussi l'enfermement, qui est considéré comme une violence physique, si on vous enferme et on vous empêche de sortir. Mais il y a aussi la violence morale. Mais alors, la violence morale, donc là, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que font les pervers narcissiques. Alors ça, vous pouvez essayer de faire en sorte que ça soit reconnu, mais il faut absolument avoir des preuves. Donc il faut des enregistrements. Si vous n'avez pas les enregistrements, vous pouvez... il faut aussi, retranscrire les enregistrements pour que ça puisse être donné à la justice. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte pour harcèlement. Vous voyez, c'est au niveau du pénal. Et ensuite, la plainte arrivera jusqu'au juge des affaires familiales. Et puis, vous pouvez aussi mettre une copie de cette plainte dans le dossier. Ça va beaucoup influencer le juge. Et même, je dirais même, c'est même une des seules choses qui puisse influencer le juge. En dehors des choses très très graves comme un meurtre qui serait arrivé, ou si cette personne a déjà commis des choses très graves aussi, ou si elle commet quelque chose de très grave, c'est-à-dire elle vous enferme, vous êtes victime de violences physiques, sexuelles, voilà. Alors ça, effectivement, c'est aussi un point important. Mais pour que le juge aux affaires familiales le sache, il faut qu'il y ait eu une plainte. Parce que sinon, les juridictions ne communiquent pas entre elles si vous ne leur avez pas donné le numéro de plainte ou la copie. Alors attention, pour les plaintes, un conseil très 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 important, il faut toujours faire plusieurs copies de la plainte que vous venez de déposer, que vous aura rendu le policier, parce qu'il ne donne jamais de duplicata de plainte. Donc si elle est perdue, elle est perdue. Évidemment, la justice va suivre son cours, et donc vous aurez des nouvelles de cette plainte, vous recevrez un avis à victime, et ensuite vous pourrez prendre un avocat ou pas, et il y aura un jugement. Mais si vous n'avez pas de copie de cette plainte, si vous l'avez perdue, vous ne pouvez pas, et c'est bien dommage, l'utiliser vis-à-vis du JAF. Or, le JAF, c'est très important quand on a des enfants et qu'on a été en couple, puisque c'est le juge qui va être saisi, que vous pouvez d'ailleurs saisir. Donc, pour vous en sortir dans une affaire familiale, il faut qu'il y ait eu des plaintes. Et généralement, les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, elles auraient des tas de motifs de porter plainte, mais généralement, elles ne le font pas. Moi, la première. Bien sûr, j'ai fini par le faire ensuite, et c'est ce qui a fait que j'ai pu avancer par rapport aux juges aux affaires familiales. Les juges aux affaires familiales, ce qu'ils font, ils espèrent avoir une vie un peu tranquille. Vous voyez, ils voient tellement de conflits, tellement de choses de ce style, ils ne savent plus qui croire en fait. Qui croire, et les pervers narcissiques sont très 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 bons au niveau des procédures. Ils sont généralement très bien conseillés, ils arrivent à trouver, on ne sait pas comment, c'est peut-être leur intuition, je ne sais pas, de très bons avocats, ou sinon à provoquer des choses, enfin, etc., à toujours revendiquer et à agresser plutôt que se défendre. Voilà. Donc, c'est à vous d'agresser. Alors, c'est peut-être pas dans votre nature, il faut vous faire violence pour cela. Il faut agresser, mais en fait, vous vous défendez, puisque vous portez plainte pour des choses qui ont eu lieu. Bien sûr, vous n'allez pas porter plainte de façon fausse. Bien sûr que non. Donc, vous pouvez porter plainte pour des faits qui ont eu lieu avant. Là, il faut vous renseigner sur la prescription, sur le délai de prescription. Mais l'important, c'est de porter plainte, même si c'est parallèle au jugement avec le JAF. Bien sûr, en général, ça sera parallèle. Alors, en général, on met un temps fou
avant de porter plainte, on n'ose pas, on se dit oui, mais le père ou la mère de mes enfants, je ne veux pas qu'elle aille en prison, quelle mère ou quel père je serais à mettre l'autre parent de notre enfant en prison, ou bon, il n'ira pas en prison, elle n'ira pas en prison. En général, ce genre de choses, surtout de la violence morale, ça sert surtout en fait par rapport au juge aux affaires familiales ensuite, qui se rend compte de ce qui se passe et qui donc ne va pas donner la garde, évidemment. Il va faire en sorte qu'il y ait des visites plus espacées, qu'elles soient surveillées en lieu neutre, et ça existe, des lieux neutres, euh, ou alors il donnera l'enfant, mais il prendra bien soin de ne pas donner la garde. Voyez? Voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment la chose la plus importante. Parce que si vous ne restez que au point du juge aux affaires familiales, eh bien, ça sera très difficile et les juges, justement, ont beaucoup de mal à comprendre ces conflits, on va dire conflits entre guillemets, parce que ce sont des agressions, mais ce qu'ils nomment comme un conflit, puisque les parties sont contradictoires selon leur langage, et donc ils ont beaucoup de mal à comprendre tout cela. Et ils se disent aussi, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être qu'il y a un peu de ci, un peu de ça. Et puis ce qu'ils font aussi, c'est que généralement, ils prennent ce qu'il se fait déjà. C'est-à-dire que si déjà vous êtes sur une garde alternée, ils vont tout faire pour garder la garde alternée, pour ne pas évidemment que les enfants soient perturbés. Ils recherchent l'intérêt de l'enfant, les juges. Voyez? Donc si vous vous êtes déjà entendu que vous voulez avoir la garde, alors c'est pas vous qui l'avez dans les faits. C'est-à-dire que c'est pas vous qui gardez l'enfant dans les faits, puisqu'il n'y a pas encore de garde de décider, eh bien c'est mal parti. Il faudrait faire en sorte que justement vous puissiez avoir les enfants d'une manière ou d'une autre, et quand bien même vous n'avez pas de logement, en étant par exemple hébergé dans un foyer. Il existe des foyers pour les parents seuls avec enfants, y compris des foyers pour les personnes qui sont en situation de violence physique, et puis sinon vous faire héberger chez quelqu'un, y compris vos parents. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc essayez plutôt de reprendre tranquillement, sans que ça se voit trop, à des moments où justement le ou la perverse narcissique ne s'en rendra pas trop compte. Donc là, pour ce genre de choses, je peux refaire une vidéo si ça vous intéresse, puisque j'aide une personne actuellement qui est dans cette situation, qui se reconnaîtra peut-être. Et donc, voilà. Donc retenez que le JAF tout seul, ça ne suffit pas, quand bien même vous feriez un référé. Si vous avez subi des violences morales, s'il y a eu des violences devant l'enfant, sachez que un enfant qui est témoin, c'est comme s'il avait été violenté en fait. L'impact est le même. Donc justement, c'est encore plus grave si la violence a eu lieu devant les enfants. Gardez tous les SMS, toutes les choses, les témoignages que vous pouvez avoir. Un témoignage, pour que ça soit valide, il faut qu'il soit donc signé de la main de la personne avec ses propres mots à elle, et puis une copie recto verso de la carte d'identité. Voilà, ça c'est un témoignage valide. Donc une plainte avec un témoignage, c'est parfait, généralement, ou avec des preuves. Réfléchissez bien pour le motif de la plainte. Donc vous avez tout un travail à faire en amont pour réfléchir au motif de la ou des plaintes. Et puis au moment où vous allez le faire, c'est-à-dire où vous vous sentirez le mieux possible, en général quand vous n'aurez pas les enfants, pour pouvoir faire les choses, bien différencier les choses et être bien concentré là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour tout ce qui concerne la justice. Bon, je n'ai pas pu parler de tout, mais je ne voulais pas non plus faire une émission trop longue. Voilà, c'est une réponse cash. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice? Comme je vous l'ai dit, pas grand-chose par rapport à ce qui se fait déjà si vous ne saisissez que la juridiction privée, c'est-à-dire du juge aux affaires familiales. Vous pouvez aussi saisir le juge pour enfants quand l'enfant est un peu plus grand et qu'il peut dire à ce moment-là chez qui il veut vivre. Pourquoi pas?
Mais il faut prendre un avocat qui s'y connaisse dans ce genre de juridiction. Sinon, il y a aussi évidemment le pénal avec les plaintes qui vous serviront et qui seront même bien plus importantes que tout ce que vous pourrez, enfin qui vont appuyer fortement tout ce que vous pourrez dire au juge des affaires familiales. Donc n'attendez pas changez votre fusil d'épaule, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de faire une expertise psychiatrique généralement. Alors ça peut appuyer. Hein, d'ailleurs, après les plaintes, il est possible que le juge leur donne. Mais ça ne sera pas de votre fait. Et ne misez pas tout sur une reconnaissance éventuelle de perversion narcissique. C'est impossible. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Et si vous parlez de pervers narcissique à votre avocat, eh bien, on risque de se moquer de vous parce que ce sont des choses qui ne sont pas reconnues, sauf par les avocats qui justement connaissent bien les pervers narcissiques, mais il y en a très peu, et qui en font leur fonds de commerce. Mais en tout cas, voilà, vous risquez de ne pas vous faire entendre. Donc, porter plainte sur des choses qui sont incriminées par la justice, voilà, donc des choses qui sont possibles. Il y a aussi le harcèlement, il n'y a pas que la violence physique et morale. Il y a aussi j'ai dit le harcèlement alors que je voulais dire, il y a aussi la discrimination, voilà, ce genre de choses. Donc regardez ce pourquoi vous pouvez porter plainte et ça aura beaucoup plus de poids. Voilà. Évidemment, vous pouvez porter plainte aussi par rapport à tout ce qui s'est passé durant la séparation où la violence est à son comble. Voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Tenez un journal de tout ce qui est dit et fait par votre ex-conjoint ou conjointe. Si justement, tenez de toute manière ce journal parce qu'il sera extrêmement important d'en faire une copie pour le donner au juge des affaires familiales pour montrer que c'est au jour le jour cette violence que vous subissez, elle est régulière, récurrente et ils pourront faire les rapprochements entre plusieurs faits de même nature. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, si elle vous a été utile, si vous avez appris des choses, mettez un pouce bleu. Non seulement ça va m'encourager, mais ça va aussi permettre à cette vidéo d'être plus connue. Voilà. Et puis, posez vos questions si vous en avez, que je puisse répondre soit à l'adresse pntheorie@gmail.com, soit dans les commentaires, soit par vidéo, si je pense que le sujet mérite d'être traité en profondeur. Voilà, à très bientôt pour une prochaine et surtout, prenez soin de vous.